Aujourd'hui, tu me dis, supprime une de toutes tes plateformes, je supprime TikTok quand même. Les clés pour moi du contenu, c'est il faut s'accrocher, il faut en faire tous les jours. Aujourd'hui, on dit que c'est l'Eldorado de TikTok, non, c'est l'Eldorado des vidéos verticales. Quand je suis dans ce stade Vélodrome et que je regarde autour de moi 67 000 personnes, c'est tous ces gars qui me suivent sur les réseaux. Ouais, là je me dis quand même ça commence à être important. Je suis aujourd'hui avec Bastien Pellissier, que vous avez sûrement déjà vu sur TikTok, sur YouTube Shorts, sur Instagram Reels. Moi, je l'ai connu il y a 2 ans, avant qu'il explose, et pourtant il faisait déjà du tout aussi bon travail. Comment tu vas, Bastien? Écoute, super bien Jérémy, merci pour l'invitation, trop cool d'être là, hâte de partager de la valeur et de parler avec toi. Bah écoute, je pense qu'on va passer un bon moment. On a commencé un peu en off à dire des conneries, donc il va falloir qu'on les redise pendant l'épisode, c'est toujours comme ça. Pour commencer, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, qui n'auraient pas vu passer tes vidéos, est-ce que tu peux nous parler rapidement de toi, de ton parcours, de ce que tu fais aujourd'hui? Yes, bah écoute, moi ça fait depuis 5-6 ans que je suis un petit peu dans le game de l'entrepreneuriat. J'ai monté ma boîte pendant que j'étais encore en études, en 3e année de... En fait, à partir de la 2e année d'école de commerce, avec l'un de mes collègues, on a essayé de monter des boîtes, on a essayé de créer des startups, il y en a 2-3 qui avaient pas mal de potentiel. On a gagné des concours de start-up, mais par contre, ça s'est toujours arrêté là. On n'a jamais vraiment gagné de l'argent avec les projets de start-up qu'on avait créés. Ensuite, on est tombé dans le terrible cercle vicieux du dropshipping et on a fait, mais alors, on a tout fait en dropshipping. On a vendu des stylos à aiguilles pour broder qu'on vendait à des ménagères de 50 ans ou autres. Et franchement, on a fait nos premiers sous, mais le dropshipping, ce qui a été génial surtout, c'est que c'est là où on a commencé vraiment à apprendre le marketing, comprendre comment fonctionnaient les tunnels de vente, comment fonctionnait la publicité Facebook. Et donc, au fur et à mesure, on a évolué vers une agence un petit peu 360. Et je te la fais courte. Dans cette agence, moi, j'ai commencé à bien comprendre comment utiliser LinkedIn. Et finalement, on s'est séparé avec mon associé et moi, j'ai continué sur LinkedIn. Et donc, à partir de là, j'ai créé une agence LinkedIn que j'ai piloté, on va dire, pendant 3 ans. Et ça marchait plutôt pas mal. Mais au bout d'un moment, j'étais un petit peu saoulé de toujours être, tu vois, enfermé sur LinkedIn. Et donc, je me suis concentré ensuite sur les réseaux. J'ai commencé à essayer un petit peu de faire du contenu. C'est là où on s'est rencontrés, dans le fameux groupe LinkedIn. Et j'ai jamais été, moi, un grand écrivain, on va dire. Je suis pas quelqu'un qui prend plaisir à écrire des posts. Je suis pas quelqu'un qui prend plaisir à faire des longues publications ou même des threads Twitter. Et donc, à un moment donné, je t'expliquerai comment j'en suis tombé là, pour pas tout spoiler dès le début. Mais à un moment, j'ai commencé à rencontrer un petit peu l'Eldorado des vidéos verticales. Je me suis engouffré là-dedans et bah ça a changé ma life. En vrai, c'est là où ça m'a offert une visibilité de dingue. Et donc maintenant, aujourd'hui, j'ai une agence qui a une partie formation en ligne, une partie prestation client où j'accompagne des leaders d'opinion ou des grosses boîtes, et une partie que j'essaye de plus en plus de développer qui vend des conférences. Ok, c'est hyper intéressant. T'as combien d'audience là maintenant en cumulé sur TikTok, Instagram, YouTube? Alors en cumulé, je dois être à un peu plus de 800 000 abonnés. Si j'additionne Facebook, si je prends aussi LinkedIn. Et ouais, je dois être à peu près à 800 000 abonnés et en moyenne à peu près entre 100 et 120 millions de vues par an. C'est hallucinant en termes de quantité. Et je te le disais en off, moi en fait, si tu veux, ce qui m'impressionne, c'est que ton contenu a fini par exploser. Moi, je t'ai connu un peu avant qu'il explose. Alors, ça va déjà un peu de visibilité, hein, mais avant que ça explose autant que maintenant. Et ce qui est intéressant, c'est que tu faisais pas du mauvais contenu à l'époque. Tu faisais déjà du bon contenu. Moi, je m'en souviens. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que ça a fait ce chemin-là? C'est juste la régularité ou il y a autre chose? Écoute, alors il y a 2 choses. Déjà, il y a un truc tout bête qu'on oublie, mais faire du contenu, ça s'apprend. Et tu sais, je parle avec tellement de gars qui me disent ouais, moi je sais pas faire des vidéos, me foutre devant une caméra, je serais incapable. Ou alors moi, mais comment tu fais pour trouver des idées tous les jours pour faire du contenu? Et en fait, j'ai envie de dire, bah les gars, le cerveau, c'est un muscle, ça s'apprend complètement. Et pour moi, le déclic, déjà, ça a été d'avoir la régularité d'en faire tous les jours. Toi aussi, je crois que t'as une publication par jour, pas à peu près, toi. Ouais, même plus, ouais. Même plus, tu vois. Et c'est tout bête, mais ça, moi, je sais que c'est l'une des clés. Les clés pour moi du contenu, c'est il faut s'accrocher, il faut en faire tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Non seulement parce que comme ça, tu t'entraînes et en plus,
tu testes tellement de choses qu'au bout d'un moment, tu commences à comprendre ce qui fonctionne. Et, moi, pour moi, le déclic, je suis désolé pour la phrase terriblement cliché que je vais dire, mais il faut tomber amoureux du process et pas du résultat. Faut vraiment trouver un contenu qui te plaît. Et moi, le déclic, ça a été de trouver les vidéos parce que j'adore ça. J'ai directement aimé l'idée des petites vidéos où on balance une seule idée dans une petite vidéo de moins de 60 secondes. J'ai carrément accroché. Et je pense que c'est ça, moi, qui a vraiment fait que j'ai eu un shift. C'est que j'ai commencé à kiffer faire du contenu et ça a tout débloqué chez moi. Ouais, je comprends. Moi, j'ai la même chose avec l'écriture. Les vidéos, ça me dérange pas, mais c'est pas, je prends pas le même plaisir que quand j'écris des textes. Est-ce que le temps que tu passes à faire une vidéo est le même qu'à tes débuts? Alors, bizarrement, oui. Alors, à mes débuts, à mes tout débuts, non. À mes tout débuts, je galérais, mais même rien qu'à trouver mon setup. On a eu un petit échange. On a eu un petit échange sur LinkedIn. Mais c'est exactement ça. Avant moi, je passais 8 ans à savoir où est-ce que je vais faire ma vidéo. Est-ce que là c'est bien? Est-ce que c'est beau? Est-ce que j'ai le bon cadre? Est-ce que derrière c'est à la fois corporate, mais pas non plus trop décontracté pour si jamais il y a un chef d'entreprise qui voit ça. Et donc, au début, c'était toutes ces petites choses où je galérais, mais alors à 200% à savoir, même savoir comment je m'habille. Avant, je me disais, tiens, est-ce que je me l'avoue chemise? Non, ou alors est-ce que je me l'avoue décontracte en petit t-shirt et tout ça, le mec qui a pas besoin de chemise pour attirer l'audience. Et toutes ces petites choses, pour moi, le truc qui m'a permis, mais vraiment de tout régler, c'est d'avoir un format bien défini, chemise noire, mur blanc, micro. Et ça m'a fait gagner un temps de fou. Et ensuite, du coup, pour répondre à ta question, une fois que j'avais trouvé cet assemblement et on va dire ce setup, oui, je galérais parce qu'au début, c'était moi qui montais mes vidéos. Mais aujourd'hui, bizarrement, je m'accorde toujours le même temps pour faire mes vidéos. Mais en revanche, j'essaie de monter en qualité. C'est-à-dire que je mets moins de temps pour faire un contenu que je juge de qualité. Par contre, du coup, le temps que j'ai mis en rab, je le garde quand même pour la création de contenu. Ok, c'est intéressant. Je me rappelle au début, quand j'ai commencé à trouver le setup, déjà je trouvais rien, je trouvais jamais. et là finalement, ce qui est drôle, c'est que et j'en parlais dans l'interview qu'on a fait avec Tougan, qui lui est maintenant anti trucs compliqués. Après il y a de passé aussi. J'ai dans mes placards, je pense 10 000 balles de matos, vidéo, son, lumière, machin truc. Aujourd'hui, j'enregistre avec un Yeti et une webcam à 50 balles. Oh, le classique. Ah non, mais alors ça, je crois qu'on est tous... Et j'ai tout essayé. Et le matos compliqué, qui fait des images de fou, etc. Non seulement je sais pas le programmer, en plus de ça, le setup à monter, c'est un enfer. Et il y a toujours un truc qui déconne. Et au final, de toute façon, tu sais pas t'en servir. Et en montage, c'est encore plus compliqué. Et aujourd'hui, webcam, micro, foutez-moi toute la paix. Mais t'as tellement raison. Tu sais, j'ai une histoire sur ça qui est assez douloureuse encore à raconter aujourd'hui. Au tout début, donc, je vendais une formation pour aider les coachs consultants à trouver des clients sur LinkedIn. Et je m'étais lancé dans les publicités Facebook. Et je me suis dit, ouais, moi, pour vraiment plier le game, je vais investir. Parce que, bon, à l'époque, j'étais pas non plus Crésus. Et j'avais investi environ 5000 balles dans du matos, un Presta. Et voilà, on avait banalisé 2-3 journées pour faire des publicités YouTube qui cartonnaient, des publicités Facebook qui cartonnaient. Je m'étais dit, tiens, là, si je fais vraiment un design de dingue, un truc hyper pro, hyper qualitatif, ça va tout dégommer. Et finalement, on lance. Voilà, les résultats sont pas ouf. Et je me dis, tiens, je suis beaucoup, moi, Dan Henry. Est-ce que tu connais Dan Henry? Ouais. Moi, je l'adore, ce gars. Et lui, alors, c'est... Comment utiliser un terme qui va pas te flinguer la monétisation YouTube. C'est vrai qu'il en a rien à faire. Il en a rien à taper de la qualité de son Exactement. Il prend son smartphone et il le met devant sa gueule et il fait son script comme ça. Et voilà, nous y sommes. J'ai vu le gars qui en avait rien à faire et qui se prenait directement avec son iPhone et qui faisait des vidéos pour Facebook. Je me suis dit, tiens, vas-y, je vais faire pareil. J'ai pris mon iPhone, j'ai filmé en 10 secondes une petite publicité vidéo. Elle avait un retour sur investissement 3 fois supérieur à mon investissement à 5000 balles. Ça fait mal. Hein. Mais tu sais que je l'ai vécu, ça. Je l'ai vécu. J'ai pris des prestataires très très chers pour me faire du conseil. J'ai mis du matos en place. J'ai tourné des gros scripts avec des grosses prises de vue, des machins, des trucs. Puis c'était pourri, c'était pas rentable. Un jour, je fais juste un mème avec le petit bonhomme bâton avec écrit « Ça c'est Bill ».
il a pas dépensé 5000 balles pour ce que je vous offre gratuitement, soyez comme Bill. La publicité, elle dit, ceci est une publicité payante pour les coachs et les pros de l'accompagnement afin d'attirer leur attention. C'est un truc assez simple comme ça. La pub, ça fait un an et demi qu'elle tourne. Ah, mais carton. C'est presque rageant, mais c'est vrai que la simplicité paye souvent. Et moi, pareil, j'avais shippé l'idée à Sam Ovens, que tu dois aussi connaître. À un moment, un jour, je me balade sur Facebook et je vois que le gars, pareil, il n'avait rien eu à faire. Il avait fait une publicité où il avait fait un fond rouge et il avait marqué ad, pub en anglais. Et je me rappelle de cette pub. Et je m'étais dit, ah ouais, le gars, il en a rien à foutre. Il y va comme ça et il se fait payesh. Et je me suis dit, bah tiens, vas-y, on va voir si ça marche vraiment. J'ai fait pareil et pareil. C'est une des publicités qui a eu le meilleur CTR. Et tu sais quoi, en te parlant, je me demande si je vais pas la relancer parce qu'elle m'a jamais fait défaut, tu vois. Et c'est vrai que parfois la simplicité, ça fonctionne, quoi. Moi, je suis arrivé à une très 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 triste conclusion et je suis désolé pour tous les media buyers qui nous écoutent. C'est que concrètement, les meilleurs des meilleurs, ils bossent en e-com parce qu'il y a beaucoup plus d'argent à faire. Ensuite, il y en a des très très bons, certes, c'est des agences un peu 360 qui font du funnel, des choses comme ça. Ils bossent avec des boîtes qui font 1, 2, 3, 5 millions par an parce que concrètement, ils vont prendre des pourcentages et qu'en dessous, ils gagnent pas d'argent. Et donc, en fait, ce qui reste en media buying, qui n'a pas monté son propre business parce qu'il sait faire de l'achat, en fait, qu'est-ce qu'il reste? Il reste des gens qui sont très moyens. Et malheureusement, j'ai essayé de déléguer beaucoup de fois, j'ai souvent été déçu. Exactement. Alors là, et d'ailleurs, moi, tu vois, c'est un de mes grands sujets de déléguer et de trouver vraiment des personnes compétentes. Et en fait, déléguer dans quelque chose où je suis pas forcément un cadre, comme par exemple le montage, tu vois, c'est plutôt facile. Par contre, exactement, déléguer le media buying ou autre, c'est plus compliqué. Trouver un gars qui vraiment comprend les ficelles, les dessous vraiment, comprend bien l'insight marketing ou autre, ça, par contre, c'est pas simple. C'est pas évident, hein. Mais moi, j'ai la même problématique, si tu veux. Je suis bon en vente, mais ça, j'ai réussi à le déléguer. Coaching, je suis pas bon, donc j'ai facilement trouvé une team de coach, tu vois, et je les ai juste guidés parce que moi, je me positionne en mentorat plus qu'en coaching, tu vois. Et donc, en fait, je les guide sur des stratégies, mais eux, ils sont meilleurs pour aider nos clients. Media buying, la technique est facile à déléguer, mais la créa et les insights, exactement. J'ai pas encore réussi. Exactement. La technique, dire et en effet. Alors ça, moi, tu vois aussi, c'est le seul truc que j'ai réussi à déléguer, c'est bah tiens, fais-moi un LAL sur telle audience, mets-moi le pixel avec tel. Mais par contre, si t'enlèves ça, c'est vrai que c'est un petit peu plus galère. La créa est très compliquée à. De toute façon, la créativité est très compliquée à industrialiser, à faire des protocoles ou autres. Et d'ailleurs, il y a un livre terrible que je peux donner à ton audience, qui est ma bible. C'est, je sais pas si tu l'as déjà lu, c'est Breakthrough Advertising. Ah bah oui. Eugene Schwartz. C'est la Bible du marketing. Bible. C'est rien que le livre est une masterclass de marketing. Le livre, c'est un vieux délire de 1970, si je me trompe pas, et le livre coûte 500 balles. Ouais. Je trouve que rien que ça montre que le gars. c'est illisible et à la fois essentiel. Exactement. Ça me fait penser, alors dans le même genre. Je sais pas si tu connais, il y a Gary Bencivenga, pareil, un des plus vieux copywriters, direct marketing, etc. Gary Bencivenga, il doit avoir aujourd'hui 60-70 balais, il est à la retraite, hein. Et le seul truc que tu trouves encore sur Internet, c'est son DVD d'adieu. Donc en gros, le DVD de sa dernière conf d'adieu, etc., qui est pas en vente libre. Il faut trouver au fin fond de son site Internet un mail de support. C'est sa femme qui te répond. Elle te disqualifie pendant à peu près 10 mails pour que tu aies le droit d'acheter le DVD, il n'y a pas de digital, le DVD, hein, à $5,000. L'histoire est belle. Et dedans, il y a que des choses qu'on a déjà vues 1000 fois, mais qui sont expliquées avec une simplicité et une justesse, c'est extraordinaire. Mais tellement. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, très souvent, les livres que je lis qui m'impactent vraiment, ils m'apprennent pas de nouveaux concepts, mais ils me les font entendre sous un angle tellement différent que j'ai pas l'habitude d'entendre, où je me prends un uppercut et je me dis, ah les bâtards, ils ont réussi à me faire à me mindfuck, tu vois, le cerveau, et carrément, et tu vois, dans Breakthrough Advertising, moi, il y a un truc que j'ai su pendant très longtemps, mais à partir du moment où je l'ai entendu et je l'ai lu dans les termes que Eugene Schwartz explique, c'est tout simplement que tous les amateurs en vente qui t'expliquent qu'on peut créer le besoin. Tu sais, ça c'est la phrase qui me rend le plus dingue. On peut créer le besoin.
Non, on peut pas créer le besoin. L'être humain, il a déjà en lui des besoins qui sont innés et le bon vendeur, c'est celui qui va réussir à comprendre comment packager son offre et le positionner sur ses besoins. Et lui, il explique tellement bien, Eugène Schwartz. Il explique tellement bien sur ça. J'ai même pas envie de le spoiler. J'invite ton audience à aller l'acheter. Comme ça, nous, en plus, ça va faire un petit filtre. Donc non, c'est une bombe. Non, je suis complètement d'accord. Et de la même façon, tu vas avoir David Ogilvy qui dit un truc, je pense que ça a été mal interprété souvent, qui disait ne prenez pas votre audience, votre cible pour des débiles. C'est votre femme, votre sœur, votre cousine. Enfin, les gens sont pas débiles. Et en fait, on peut aller plus loin. Les gens font des trucs débiles, mais ne le sont pas. C'est juste qu'ils ont des actions qui sont motivées par des raisons profondes qu'on peut de l'extérieur trouver débiles. Il y a les acheteurs, les consommateurs, votre client final n'est pas débile. Jamais. Je suis assez d'accord. Parce qu'il y a beaucoup de pages de vente en effet et la subtilité est très compliquée à percevoir. Mais il y a beaucoup de pages de vente où en effet les gars, exactement comme tu viens de le dire, ils prennent leurs acheteurs pour des débiles et ça se voit trop. Et à l'inverse, il faut réussir à le guider, à lui faciliter pour enlever toute résistance dans le tunnel de vente et toute résistance dans le message marketing. Donc il faut enlever l'inutile. Mais par contre, d'accord, faut pas les prendre pour des débiles, sinon les gars ils s'en rendent compte et on n'aime pas. Et exactement, là, si ça altère notre statut ou l'image qu'on a de nous-mêmes, là c'est fini. Je suis complètement d'accord avec toi. J'ai une petite question. Vas-y. Ouais, non, juste pour rebondir sur ça, il y a une phrase que je trouve qui est assez pertinente, c'est que les gens adorent acheter, mais ils détestent avoir le sentiment d'être vendus. Et si on les prend trop pour des débiles et qu'ils ont l'impression justement qu'on les prend pour des débiles, laisse tomber, c'est fini pour vendre. 100%. J'ai une petite question, mais c'est pour nourrir ma curiosité personnelle. Tu es aujourd'hui présent et très très présent, donc sur YouTube, sur TikTok et sur Instagram. Tu arrives quand même à développer de belles audiences sur les trois. Moi aujourd'hui, j'ai une croyance vérifiée par un peu d'effets, mais après, je peux tout à fait avoir tort. Parce que TikTok, c'est un peu un réseau de poubelle. C'est-à-dire que tu peux faire une audience de ouf, mais elle est pas monétisable. Les gens, de toute façon, ils te suivent pas pour te suivre, mais parce que l'algo t'a foutu dans leur fil. Ils vont te voir 3 fois et demi et te reconnaître. Mais bref, si tu veux, en termes de business, à part pour faire de la notoriété, si tu as une raison d'en faire parce que derrière tu vends du mass market, je vois pas l'intérêt d'aller se foutre là-dessus. Quelle est ton opinion? TikTok est insupportable. Mais je trouve que TikTok a un bon fond, contrairement à ce qu'on peut croire. En fait, TikTok est 100% centré sur les utilisateurs et en a complètement rien à foutre des créateurs. Et je sais que ça peut paraître bizarre de dire ça parce qu'on a l'impression qu'ils vont choyer les créateurs comme pas possible. Mais en fait, TikTok est un réseau où chaque jour, tu remets ton titre en jeu. Tu peux avoir 500 000 abonnés, 1 million d'abonnés, tu peux quand même faire une vidéo à 50 vues si ta vidéo est pourrie. Et donc, de ce point de vue-là, je trouve que TikTok est très intéressant parce que ça nous oblige en tant que créateurs de contenu, pour nous résumer comme ça, à toujours se dépasser, à toujours faire du contenu qui mérite, on va dire, d'être poussé à l'algorithme. Concrètement, pour te donner, moi, on va dire ma hiérarchie en termes de plateforme qui me rapporte le plus de business, TikTok est tout en bas. Tout en bas et c'est la plateforme qui me ramène le moins de business, alors qu'aujourd'hui, j'ai j'ai 500 000 abonnés sur TikTok, quand l'autre plateforme qui se rapproche le plus doit être YouTube, à bientôt 120 000 abonnés. En revanche, les plus gros coups de fusil, je les ai faits sur TikTok. Une vidéo qui pète et qui fait 3 millions, 4 millions ou autre, à ce point-là, quand même, j'en ai rarement vu. La vidéo qui m'a le plus rapporté, je crois que c'est une vidéo sur TikTok, qui est en plus une vidéo que j'assume pas du tout. Mais alors pas du tout. Et je sais même pas si je fais bien de le dire. J'avais vu une américaine qui disait, regardez les gars, c'est trop simple pour faire une vidéo virale. Vous tapez par exemple le business en ligne sur TikTok, vous regardez quelles sont les 3-4 vidéos les plus vues aux États-Unis et vous les reprenez, vous les mettez en français et ça marche. Je me suis dit, tiens, on va checker. Je commençais à peine sur TikTok et je vois une vidéo trop pourrie d'une meuf qui fait moi qui apprends aux gens à gagner 5 000 € par mois sur les réseaux, eux qui swipe. Bon bref, très pourri, compliqué à visualiser comme ça quand je te l'explique. L'idée niveau 0. Et je me suis dit, ouais, quand même, ça craint de faire ce genre de vidéo.
Ouais, en même temps, je vais tester, on va voir. Je fais cette vidéo et je fous ensuite un vieux commentaire, mais dégueulasse en mode si vous voulez savoir comment trouver des clients en freelance, allez voir mon webinar. La vidéo a explosé. Elle m'a ramené un truc comme 20 000 opt-in sur ma 20 000 opt-in sur ma page. Et en plus de ça, pour te dire, hein, c'était une audience qui n'était pas du tout qualifiée parce que le taux de conversion de ma page d'opt-in était en dessous de 20%. Donc, malgré le fait que ça soit en dessous de 20%, j'avais quand même tout dégommé en termes d'opt-in. Et ça m'avait ramené un nombre de ventes incalculable. Et donc, tu vois, ça, c'est TikTok. TikTok peut aujourd'hui complètement péter. Si jamais tu fais une vidéo qui respecte les codes de TikTok, ça peut complètement tout exploser. Maintenant, aujourd'hui, tu me dis supprime une de toutes tes plateformes, je supprime TikTok quand même. J'ai l'impression que il faut être extrêmement bon pour percer sur TikTok, genre percer vraiment, et bien comprendre comment ça marche. Et que du coup, si t'es bon de ce niveau-là, c'est plus simple de gagner de l'argent via d'autres plateformes que celle-ci. C'est assez intéressant comme raisonnement. Alors moi déjà, aujourd'hui on dit que c'est l'Eldorado de TikTok. Non, c'est l'Eldorado des vidéos verticales. Pour moi, il n'y a aucun intérêt à te focaliser uniquement sur TikTok. Moi, tant qu'à faire, moi je publie exactement la même vidéo sur TikTok, Instagram, Facebook, YouTube et même Snapchat à un moment. Donc bon, l'énergie que j'ai mis à créer ma vidéo, tant qu'à faire, autant la rentabiliser en la foutant sur TikTok, sur Instagram. Au début, tu vois, Facebook, j'y croyais pas du tout, je l'ai fait et je me remercie tous les jours. Et tu vois, même là, par exemple, il y a Pinterest qui est en train, pareil, d'exploser sur ce point de vue-là. J'ai plein de collègues qui se mettent sur Pinterest et je me regarde de l'extérieur. J'ai pas envie de me dire que je commence à faire des vidéos sur Pinterest, mais je suis trop bête. J'ai une vidéo qui est toute prête, j'ai juste à l'uploader, tu vois, et je suis sûr que si j'y vais, même si ça me fait 50 000 vues, 100 000 vues par mois en plus, c'est pas négligeable, tu vois, si ça me rapporte. Donc, oui, je suis assez d'accord avec toi. Peut-être que les efforts de TikTok, si tu le mets que sur TikTok, les efforts sont un petit peu démesurés comparé à ce que tu peux avoir. Si mais vu que tu le mets partout. Exactement. Et il y a aussi une deuxième chose sur TikTok, c'est que TikTok reste aujourd'hui un investissement. Là, tu vois, je suis au Vietnam et j'ai donc accès au TikTok vietnamien. Et le TikTok vietnamien est une petite bombe. Aujourd'hui, tu as des boutiques directement incorporées sur ta page. Par exemple, tu peux directement te dire que tu as ta vidéo et ensuite tu as directement à côté les produits que tu mentionnes dans ta vidéo ou autre. Tu peux cliquer dessus, tu peux directement aller là-dedans. Tu as des call to action directs. Et donc tu te dis, ça va arriver en France. Et on n'est pas non plus à l'abri que TikTok, tu vois, sur 5 ans, 10 ans, 20 ans, on commence à devenir un peu un YouTube bis. On voit qu'ils mettent des vidéos de plus de 10 minutes ou autre. Ça fait partie des choses qu'il faut avoir à l'esprit, je pense. Et donc, TikTok, pour moi, reste encore un investissement sur ce plan-là. J'ai l'impression, et pareil, tu pourras me donner tort, qu'aujourd'hui, dans le milieu de l'entrepreneuriat au sens large, on va trouver deux types de profils. Les profils qui se concentrent à balle sur l'audience et qui derrière ont peu ou pas de système de monétisation derrière. C'est des gens qui voient vraiment ultra long terme. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui crament en route parce que c'est difficile. Et ceux qui négligent complètement l'audience, mais qui derrière ont le funnel, le business, le machin, l'optimisation, etc., qui font beaucoup d'argent dès le début, mais qui à un moment se retrouvent bloqués par leur incapacité à générer plus d'audience et plus de visibilité sans passer par le trafic payant ou même en passant avec le trafic payant parce que c'est pas si simple que ça. Et j'ai l'impression que il faudrait réussir à réunir ces deux mondes-là et que ceux qui savent vraiment faire de l'argent, si tu les mets avec ceux qui savent vraiment faire de l'audience, ça fait un petit carnage. Et toi, j'ai l'impression que tu es assez bien situé à mi-chemin entre les deux. Qu'est-ce que tu en penses ? Écoute, alors c'est très très gentil de me dire ça parce que moi, c'est mon obsession. Moi, je suis assez convaincu qu'il y a énormément d'experts qui sont hyper intelligents et que j'aimerais trop entendre sur les réseaux. Le problème, c'est qu'ils ont le biais de l'expert, c'est-à-dire qu'ils sont chiants. Ils te racontent des trucs, mais ils savent pas comment les raconter. C'est pour ça qu'un Oussama Ammar est passionnant, parce qu'il t'explique des choses incroyablement techniques, tout en rajoutant énormément de storytelling et
Et alors, il est énormément critiqué pour ça, mais le fait d'enrober tous ces concepts techniques dans du storytelling, bah, c'est comme ça que vraiment il arrive à marquer les gens ou autres. Et moi, c'est un petit peu mon obsession, c'est de réussir à apporter du contenu qui soit quand même du contenu assez spécifique, assez niché, tout en l'enrobant dans du divertissement. Et par divertissement, j'essaye évidemment, je te dis pas qu'il faut que je commence à faire des trucs de dingue, mais en ce moment, moi, je suis en train de bouffer tous les contenus de MrBeast et d'essayer de comprendre, tu vois, concrètement comment il amène les sujets. Et c'est passionnant. C'est passionnant. Tous les conseils qu'il donne, c'est de l'or. Et je t'invite à aller voir une interview passionnante d'un gars, c'est le manager de MrBeast. Putain, j'ai oublié son prénom. Je l'ai vu sur Backstage Career. Bien sûr. Il me semble, ouais. Il me semble. Et ouais, c'est génial. C'est génial. T'as vu Vas-y. C'est la même chaîne YouTube où tu trouves l'interview de Paddy Galloway, donc qui est le consultant des plus gros YouTubeurs du monde, puis des managers de Erac et de gens comme ça, etc. Donc pour ceux qui nous suivent et qui connaissent pas, c'est des très 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 gros YouTubeurs plutôt de divertissement sur l'échelle internationale. Et regarder leurs vidéos, moi personnellement, ça m'intéresse pas tellement. Par contre, je les décrypte, tu vois, quand j'essaie de les comprendre. Par contre, comprendre ce qu'il y a derrière leur business, de mecs qui font des centaines de millions, voire des milliards de vues, c'est passionnant. C'est incroyable. Moi, il y a un graphique que j'ai carrément imprimé, qui est génial. Tu sais, sur moi, mon objectif 2023, c'est de percer sur YouTube horizontal. Moi, j'ai accompagné tellement de gars sur YouTube horizontal. Je me rends compte, il y a quand même un monde entre YouTube horizontal et les vidéos verticales, parce que bah forcément, tu crées beaucoup plus d'appartenance. Tu peux justement, tu vois, le problème des vidéos TikTok ou Instagram, etc. C'est que on est quand même très enfermé dans un format et on peut difficilement en sortir. Dès que j'essaye de faire des vidéos que je scripte un petit peu moins ou que j'essaye volontairement de rentrer plus en détail dans certains sujets ou autres, ça pique. Là, par exemple, tu vois, en ce moment, moi, j'ai pris le parti là pour les 2 mois qui arrivent de limiter justement les vidéos grand public et d'essayer de vraiment voir si je peux augmenter mon chiffre d'affaires tout en faisant beaucoup moins de vues, uniquement en parlant de sujets très nichés et en acceptant de rentrer un peu plus dans les détails ou autres. Et directement, je vois tous mes chiffres qui sont en chute libre en termes de vues, ça marche beaucoup moins. Et malheureusement, on est obligé de se conformer au code de TikTok, d'essayer d'aller assez vite, de faire une intro captivante, de pas dire un mot de trop surtout, et de laisser avec une conclusion et d'un message bien clair, bien précis. Et moi, ce côté non naturel me manque. Et donc, c'est pour ça que YouTube, j'ai vraiment envie de tout dégommer dessus. Et dans le fameux interview du manager de MrBeast, je sais pas si tu te rappelles, il partage un schéma entre où je crois que sur l'axe des verticales, il y a le CTR de la miniature, et sur l'axe horizontal, tu as le watch time. Le nombre de vues. Et il t'explique le watch time, ouais. Le watch time, il me semble. Et il t'explique que si jamais tu arrives à bien te positionner, eh ben, tu tapes des 10 millions de vues à chaque fois. Et quand il t'explique, ça a l'air simple, quoi. C'est passionnant. Moi, je l'ai vu, cette histoire-là, je l'ai vu, parce que là, maintenant, on peut faire plus de choses sur YouTube. Je fais alors déjà, rien que le fait d'avoir pris quelqu'un de professionnel pour faire les miniatures, sur mon audience, ça change rien. Ils me connaissent, ils savent ce qu'ils vont regarder, etc. Mais il y a beaucoup plus de gens qui me connaissent pas, qui me découvrent parce que la miniature les attire. Ensuite, derrière, moi, mes vidéos, elles sont pas scriptées, elles sont pas trop montées, etc. Donc, si tu veux, j'ai jamais des watch time de ouf. Par contre, je vois, par exemple, je me souviens de l'interview que j'ai fait avec Oussama. J'ai vu qu'à 10 000 vues, j'avais encore un taux de clic de temps. Je savais que la vidéo pouvait aller à 20 000. Et en fait, quand elle arrivait à 20 000, j'ai vu qu'il était plus haut que ce que je pensais à ce stade-là. Alors que j'avais été découvert par plein de personnes qui me connaissent pas. Je vais pas dire que ça peut aller plus haut. Mais tu vois, cette vidéo, au tout début, par rapport à la taille de mon audience et tout, je me suis dit, ouais, elle va faire 5 à 10 000 vues, c'est trop bien. Là, au moment où on enregistre, je crois qu'elle a 35, 37, 38 000, un truc comme ça. C'est incroyable. Pour mes audiences habituelles, moi, c'est démesuré. C'est incroyable parce que ça montre quand même, tu vois, qu'il y a pas non plus il y a pas de hasard. C'est-à-dire que l'algorithme arrive quand même à voir quand les vidéos sont bonnes. Et tu vois, Oussama Ammar, à chaque fois qu'il fait aujourd'hui un interview, enfin un podcast avec un gars, la vidéo, elle surperforme sur les autres réseaux, enfin par rapport aux autres vidéos de la chaîne. Et donc ça montre quand même que YouTube arrive bien
à comprendre ce qui fonctionne. Et je pense peut-être qu'à un moment donné, en effet, YouTube a compris que ta vidéo parlait d'Oussama Ammar, et donc elle l'a balancé à toutes les personnes qui sont fans de lui, peut-être. Et c'est pour ça que le CTR a augmenté. Et toutes les personnes qui le détestent. Et toutes les personnes qui le détestent. Sauf que moi, sur ma chaîne YouTube, ils sont mal barrés vu que j'ai une modération de 100% des commentaires. Donc, c'est-à-dire qu'il y a aucun commentaire qui passe si je le valide pas moi-même à la main, que c'est moi qui le fais. Bon, parce qu'en fait, c'est de même que mon groupe Facebook, ma page, etc. C'est chez moi, tu vois, et puis j'ai envie qu'on soit entre gens sympas. Et donc, quand je vois des commentaires de glands, je fais supprimer. Et donc, en fait, chez moi, ils vont être malheureux, ils n'apparaîtront jamais, quoi. Alors moi, c'est vrai que alors pareil, tu vois, c'est comme ça, moi, que j'ai rencontré Oussama. J'avais fait une vidéo en parlant de lui. Et je crois que c'est une des vidéos qui a le plus gros taux de haters. J'ai une proportion complètement démesurée. Mais alors moi maintenant, moi les haters, bizarrement maintenant, je m'en fiche. J'avais très très peur de ça. J'avais très très peur de me prendre des haters et de plus pas pouvoir dormir, tu vois, en me disant mais ils m'en veulent personnellement. Et en fait, j'ai assez rapidement réussi à dissocier le vrai moi du moi sur les réseaux, tu vois. Et donc quand les gars ils m'insultent ou ils insultent Oussama Ammar ou autre, il y a on va dire une dichotomie entre moi et la vidéo. J'ai pas l'impression qu'ils m'insultent moi, c'est trop bizarre. D'accord. Mais quand même, je crois que je le fais une fois par mois. Une fois par mois, je pète un câble. Et quand il y a vraiment un commentaire qui me rend dingue, et je l'insulte, je sais pas qui fait le rageux. Et tu peux voir. Ça m'arrive aussi. Ça m'arrive. Et alors, il y en a 2-3 qui prennent pour tous ceux que j'ai pas. Et je te jure. Je fais la même chose. Et avec un peu de recul, je me dis, putain, les gars, ils doivent me prendre pour un malade. Et parce que même des fois, je surréponds par rapport aux gars. Mais vous pouvez voir, des fois, sur certaines de mes vidéos, je pète un câble, j'insulte le gars ou autre. Et une fois sur deux, le gars, il efface son commentaire. Pour te dire que j'ai fort, quand même. Complètement. Moi, j'ai remarqué un truc avec la tu me diras si toi, c'est avec la même chose. C'est que, alors au début, on en a très 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 peur. Ensuite, on se rend compte qu'ils sont absolument insignifiants. Et après, par contre, il faut distinguer le hater qui vient juste déverser de la haine et de l'agression sous ta vidéo, et les personnes qui ont vraiment une démarche volontaire de te nuire au-delà des commentaires. Moi, des gens qui bitchent sous mes vidéos ou sous mes pubs, j'en ai une tonne. Franchement, je m'en fous, ils me font ni chaud ni froid. Par contre, j'ai des youtubeurs qui ont décidé que j'étais un escroc, j'ai des médias qui ont décidé que j'étais un escroc, j'ai des pages satiriques qui ont mené des campagnes de harcèlement contre moi, mais des trucs où t'avais 5000 mecs qui venaient pourrir tes liens, pourrir tes pubs, pourrir tes Calendly, etc. Là, faut avoir les nerfs un peu plus accrochés. Mais même là, en vrai, à la fin de la journée, t'as passé une mauvaise journée, c'est chiant. C'est des emmerdes à gérer. À la fin de la journée, mes proches me regardaient de la même façon, mes clients me regardaient de la même façon, mon chiffre d'affaires était le même. Et là, tu te rends compte que en vrai, il se passe rien. Mais c'est exactement ça. Et moi j'ai un petit concept, mais j'ai quelque chose que je m'applique justement pour éviter tout ça. Je me mets des sortes de barrières, de garde-fous, où à chaque fois que je fais un contenu un petit peu polarisant, j'essaye vraiment de me dire, est-ce que j'assume ce que je dis? Est-ce que j'assume ce que je dis, ou alors est-ce que c'est vraiment quelque chose où là j'abuse, je dis ça parce que je sais que ça va faire des vues, ou alors je dis ça pour espérer telle réaction, mais je le crois pas. Et je m'interdis de publier quoi que ce soit qui va à l'encontre de mes valeurs, à l'encontre de ce que je crois. Et donc à partir de là, il peut un petit peu tout m'arriver. Quand on va me le reprocher, je vais me dire c'est mon avis les gars, je suis désolé, c'est comme ça. Et le truc, moi je pense qui pourrait m'empêcher de dormir, et c'est pour ça que jamais de ma vie je ferai des publics, tu vois, les vendeurs de rêves en mode qui mentent sur leurs chiffres ou autres. Moi je pourrais jamais le faire, parce que si je le fais un jour et qu'il y a un gars qui prouve que je m'étonne, là par contre je serai en PLS, tu vois, parce que là j'assumerai pas. Et moi c'est un petit peu mon garde-fou, je ne dis jamais rien et je ne fais jamais rien que je n'assumerai pas si jamais ça sort. Et c'est un petit peu mon code éthique. Et franchement, ça m'aide vraiment bien à encaisser tous les haters ou autres. Après, parfois, je fais des erreurs, je fais des fautes. Et ça, c'est les haters qui te font remarquer. Et c'est même pas des haters, quoi. C'est juste des gars qui sont pas d'accord avec ce que tu dis ou alors qui illustrent une de tes erreurs. Et ça, il faut l'assumer, il faut l'accepter. Et ça fait un peu plus mal. Mais sinon, en effet, les haters qui veulent
qui déversent leur haine ou le truc par contre du média, moi j'ai jamais eu un média où c'est quoi, c'est LinkedIn Nerd ou un truc comme ça, non? Ah non non, oh, celui-là j'ai dû y passer, mais celui-là je m'en fous. Non non, moi j'ai Milgram qui a fait une vidéo où il parle de Margot Klein, de moi, de Julien Musi, etc. Il y a Monsieur Mondialisation qui a décidé. J'ai été la cible de Nordpress. Et alors là, récemment, mon nom est sorti dans l'article BFM d'Oussama, mais le pire, en fait, si tu sais, là où c'est encore plus sale, c'est que je suis pas accusé de rien du tout, tu vois. Je suis juste posé là de façon nonchalante pour créer un effet d'association, l'air de rien, de façon extrêmement maladroite, tu vois. Genre, vraiment, il dit une dinguerie, il dit, comme le dit Oussama Amar dans son échange avec Jérémy Coleman. C'est vraiment, c'est posé là, tu vois, comme un cheveu sur la soupe, tu vois. Et du coup, ouais. Maintenant, je peux mettre un logo, passer sur BFM Business si j'ai envie. Tu vois, t'avais pas besoin de payer 2000 balles pour avoir un faux article fort. Non, mais c'est ridicule parce que j'ai des gens qui m'ont envoyé des messages genre, ah, t'as vu ton nom est cité. Je fais, mais il est cité pour un truc si nul. Non, ouais, mais on me reproche rien, y a rien, juste vraiment, c'est posé là, c'est comme un cheveu, quoi. Non, mais qu'est-ce que je te dis? Il y en a, c'est vraiment des oufs. Et j'ai pas mal de potes qui tu vois, enfin, le journalisme, alors attention, ils font leur métier ou autre. J'ai pas envie de cracher sur eux, mais. Dépend lesquels, hein. Ouais. Disons qu'on va pas taper sur tous les journalistes. Il y a des gens qui sont essentiels, qui font un boulot extraordinaire, qui font un vrai travail d'investigation, un vrai travail de recherche, et qui font encore aujourd'hui, dans un monde où c'est difficile, du très bon travail pour informer la population. Ceux-là, quand on dit journaliste, c'est bien de mettre un disclaimer, tu vois, je pense. Ceux-là, on leur reproche rien. Ils font un super boulot. Je suis d'accord, et de la même façon que j'aime pas les gars qui foutent tous les entrepreneurs du web ou tous les influenceurs dans le même sac. Il faut surtout pas foutre tous les journalistes dans le même sac. Mais alors, putain, les articles qui te sortent des fois, mais c'est à... J'ai donc deux collègues qui parlent des fois un petit peu d'investissement ou autre. Et il y en a un, il s'est retrouvé, je vais peut-être pas le citer, je sais pas s'il a envie d'être cité, mais il s'est retrouvé sur France 2, au milieu alors de trois gars à Dubaï, tu vois, deux escrocs, et tu le vois juste, ils ont isolé un moment où il dit, les gars, c'est pendant que vous êtes jeunes qu'il faut commencer à investir ou autre. Je crois qu'il sort juste cette phrase. Elle est sortie du contexte et ils le mettent entre trois gars qui font des arnaques à Dubaï. T'as envie de dire, les gars, quand même, abusez pas. Surtout que lui, il est pas du tout dans ce délire, vraiment, tu vois, il est intègre et ah ouais, franchement, c'est vraiment les limites. Et là, tu dis, les gars, ils abusent. J'ai vécu la même chose. Moi j'ai fait une vidéo réponse par contre où Milgram dénonçait les coachs de coach. En fait, ce qu'il veut dénoncer derrière ça, et sur le principe là-dessus, il a raison, c'est des coachs marketing sans compétences qui créent des coachs marketing sans compétences, Bon, un truc qu'on connaît bien, ça c'est effectivement un Ponzi, tu vois. Moi, avec ma boîte, j'accompagne effectivement des coachs. Moi, je suis pas coach, j'essaie de le rappeler aux gens régulièrement. Master 2, stratégie digitale des marques, je faisais du consulting avant. Et sur mes 200 derniers clients que je prends à peu près au pif sur les 2 dernières années, effectivement, il doit y avoir 5-6 personnes qui font le même métier que nous, tu vois. Mais en l'occurrence, et sur les 5-6, je pense qu'il y en a 3-4 qui ont des vraies compétences qui justifient de faire ça. Et peut-être 2 qui sont allés dans le make money, tu vois, genre je tente la nouvelle opportunité en disant c'est là-dessus que je vais faire du cash. Il a réussi à prendre cet exemple-là sur 200. Bien le bâtard. Mais bien sûr. Si c'est pas un billet de sélection, je sais pas ce que c'est, quoi. Ah bah alors là, mais on est en plein dedans. Non, mais c'est ce qui est terrible. Et qu'est-ce que tu veux y faire? Moi, c'est l'avantage, tu vois, par contre, d'avoir une audience maintenant. C'est que, je sais pas si c'est le syndrome du petit chef ou autre, mais j'ai l'impression d'avoir un petit peu plus de puissance. Et vu que pour l'instant, tu vois, moi, pareil, tout ce que je dis, je l'assume. Je t'avoue que j'espère presque qu'il m'arrive un truc comme ça, parce que je suis persuadé, tu vois, que rentrer dans les gens qui te critiquent ou autre, ça serait un super moyen de faire du buzz et de gagner des abonnés. Je vais raconter une petite anecdote. Il y a peut-être 1 an, je reçois plein de notifications et tout, et il y a des gars qui disent ouais, il y a Marketing Mania qui t'a clashé. Je dis Marketing Mania qui m'a clashé. Je sais pas si tu connais sur YouTube. Ouais. Je sais pas si tu suis. Il y a Marketing Mania qui m'a clashé. Attends, comment ça et tout? En effet, je vois plein de notifs. Je vais regarder et je vois en effet Marketing Mania qui répond à Bastien Pellissier. Et en fait, j'avais fait une vidéo dans laquelle justement un haters m'avait dit tu n'arriverais même pas à me vendre de la merde.
Et donc, je lui avais fait une vidéo dans laquelle je lui expliquais comment lui vendre de la merde. Tu vois, pareil, déjà, je rentre dans les haters, ça marche bien. Et en fait, donc, Marketing Mania avait repris ma vidéo et il m'avait fait une réponse franchement très gentille. Il y avait zéro hargne. Il m'avait dit non mais attends Bastien tu triches là. Enfin il est vraiment gentiment, mais malgré tout il avait répondu. Stan c'est pas vraiment un agressif dans l'âme. Exactement, tu vois. Donc bon c'était vraiment très gentil. Mais je suis rentré dans le délire et j'ai fait une réponse donc à Marketing Mania. Et dans cette réponse, tu vois pareil, je lui ai fait la technique de la mama africaine. Je sais pas si tu connais. C'est tu mets des baffes et ensuite tu câlines. C'est-à-dire, en gros, je lui disais, ça serait tellement simple de te clasher. Je pourrais te dire, par exemple, que c'est pas bien de sélectionner juste un moment. C'est une technique de BFM TV, tu vois. Enfin, je lui disais, je pourrais te clasher. Et finalement, à la fin, je lui disais, mais j'adore ton contenu et tout, donc ce serait pas noble de ma part de te clasher. Donc, c'était un tout petit échange, un mini clash. Il y avait rien du tout. C'était vraiment très gentil. Et ben, je te jure que même encore aujourd'hui, quand je croise des gens dans la rue qui me reconnaissent, ils me parlent directement de Stan Leloup. Tout le monde me dit, ah ouais, j'avais vu la passe d'armes avec Marketing Mania. Je veux dire, mais les gars, c'est du pipi de chat, ça. Donc, j'imagine même pas si un jour il y a vraiment quelqu'un, tu vois, qui me clash, le bénéfice que je pourrais en retirer, tu vois, grâce à l'audience ou autre, ce serait limite une bénédiction. Donc, je lance un appel. S'il y a des gars qui peuvent pas voir ma gueule, si vous pouvez me rentrer dedans, ça me ferait plaisir. J'attends que ça. Tu vas te retrouver dans le drama productif de Victor Ferry. Exactement. Je vais me retrouver au même niveau que des Boubacaris ou des influenceurs, tu vois. Mais c'est vrai que c'est là où tu te dis, ouais, putain, avoir des gars qui clashent, ça peut presque être productif. Et le fait maintenant d'avoir une audience, j'ai un droit de réponse. Parce que malheureusement, quand on te clash et que t'es personne, tu vois, t'as pas un droit de réponse. Mais là, j'ai un droit de réponse et même, je pense que ce droit de réponse pourrait être productif. Alors, faut pas tomber, comme tu le dis, dans un drama non plus répété. Mais par contre, moi, dans l'idée, j'en ai absolument pas peur de ça. Et au contraire, je l'attends. Donc, tu vois, sur ce délire, c'est assez marrant. J'ai assez peu de patience moi, pour tous ces trucs-là. Ce matin, je faisais un live dans notre groupe Facebook, tu vois. C'est-à-dire que moi et deux personnes avec qui je travaille, on prend du temps toutes les semaines, on fait 1 heure de live pour donner de la valeur et tout. Et j'ai une personne qui s'insurge dans les commentaires parce que on parle mal. Tu vois, j'étais en train de m'énerver sur une caméra qui marchait pas et vraiment je l'insulte de tous les noms en live, quoi. Et je suis vulgaire comme ça dans la vraie vie. En fait, c'est vraiment ce que je suis juste parce que je m'en fous en fait. Et la personne qui met un commentaire, oh là là, ce langage, quel dommage. J'ai fait alors, tu rentres dans ma cuisine pour me dire que la peinture elle est moche. Je parle comme je veux et je te. Et ensuite j'ai bloqué la personne du groupe, tout simplement. Parce que quand moi, le lundi à 9h du matin, je prends 1 heure de mon temps pour aller donner des conseils aux gens gratuitement, donc j'ai aucune raison de le faire, parce que j'ai envie d'aider plus de gens, et c'est aussi une stratégie marketing pour amener du monde vers nous, hein, faut pas se le cacher. Mais je pourrais le faire autrement, de façon plus simple pour moi, et qu'il y a quelqu'un qui vient m'embêter juste parce que je parle mal, foutez-moi donc la paix. Et j'ai plus de patience pour ces choses-là, tu vois. Mais t'as raison que moi, parmi les derniers gars qui ont fait les frais, tu vois, de mon purgation, je sais pas comment on dit, tu vois, de haters, c'est souvent le même profil. Hein. C'est en effet des gars, t'as l'impression que que ton contenu leur est dû. Genre, ouais. Oui, évidemment, moi je fais mon contenu pour gagner de l'argent. J'espère ensuite faire trouver des prospects, des clients. Oui, en effet, je gagne ma vie grâce au contenu que je publie. Mais bon, tu m'enlèveras pas qu'il y a 99% des gens qui regardent mon contenu gratuitement et donc je les aide gratuitement. Et tous les jours, je me bouge les pour réussir à leur apporter du contenu que j'espère à un minimum de qualité. Quand t'as des gars qui arrivent et qui te disent oui franchement limite t'aurais pu un petit peu creuser sur tel sujet ou autre, les gars mais va voir un autre influenceur, mais me casse pas les burnes, va te manger un train. Moi je dis toujours on va les enterrer sous un pommier métaphorique avec une pelle. Je joue toujours métaphorique parce qu'on n'est pas des gens violents. Non, je sais plus où j'ai lu ça, qui disait Internet a fait croire aux gens qu'on peut parler extrêmement mal à une personne qui a rien demandé sans se manger un coup de chaise dans les dents. Ah, mais alors exactement, je l'ai vu aussi ça. Et systématiquement, c'est soit des personnes qui sont cachées derrière des pseudos ou derrière des fausses photos, etc. Soit c'est Jean-Michel altermondialiste en Sarwell avec des dreadlocks fluo. Et en fait, si tu veux, moi mes clients ils ont peur de ça souvent, tu vois, de ouais je vais me faire agresser, etc. Alors déjà pour commencer, c'est toujours des Mongols.
En plus de ça, jamais de toute ma vie, moi je publie quand même des trucs sur Internet depuis 10 ans, et j'ai plutôt une grande bouche, hein, et jamais de ma vie entière quelqu'un m'est venu m'arrêter dans la rue pour me dire quelque chose. Jamais. Et en 10 ans, forcément, au moins une fois, il y a quelqu'un qui m'aime pas, qui m'a croisé, tu vois. C'est pas possible autrement. Moi, j'ai vécu un moment à Paris, mais entre-temps, je vivais pas dans des grandes villes, tu vois. Donc, forcément. Et personne n'est jamais venu. La citation est parfaite. Et moi aussi, je l'ai entendue, je sais plus d'où elle vient, mais elle est parfaite parce qu'en effet, c'est exactement ça. Il y a des gars qui se sentent plus pissés derrière leur ordi, qui ça leur a donné des ailes, et en effet, ils pensent que c'est un no man's land. Ils pensent qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent, que de toute façon, voilà, les gens le méritent, les gens encaisseront. Et c'est vrai que ouais, il faut en effet se créer des carapaces. Et je me dis quand même, les vrais shitstorms, tu vois, les vraies personnes qui s'en prennent plein la gueule. Les gars, des fois, mais ils se permettent tout, tu vois, quand ils vont juger sur le physique, quand ils vont juger même sur Moi, alors, la chose, je pense, que j'aimerais pas du tout, c'est à partir du moment où ça commence à toucher à la famille, ou des personnes qui n'ont rien demandé ou autre. Ah non, là, je deviendrais vilain. Tu vois, et je le fais vraiment avec parcimonie, mais moi, j'aime bien mettre en avant même ma copine, parce qu'elle fait un petit peu partie de mon storytelling. Maintenant, elle travaille avec moi ou autre, tu vois, donc je mets en avant aussi un peu comme un signe de réussite ou autre. En tout cas, moi, c'est quelque chose dont je suis fier. Et j'en parle un petit peu, mais j'ai toujours dans un coin de ma tête, tu vois, le délire où je suis pas sûr que je serai très patient, et je suis pas sûr que je supporterai qu'il y ait des gars qui commencent à mal lui parler ou autre, tu vois, et c'est un petit peu la limite. Pour l'instant, malgré tout, je sais pas comment l'exprimer ou l'expliquer, mais je pense que ma notoriété pour l'instant est encore contrôlable. Je m'explique. Si aujourd'hui j'arrête de faire des contenus, que j'arrête de publier, je suis assez persuadé que dans 2-3 ans, je suis complètement sous les radars et plus personne parle de moi. Et je pense par contre qu'il y a un moment, tu vois, où vraiment tu commences à acquérir une certaine notoriété, où là tu peux plus contrôler ton audience. Où là ton audience elle t'a dépassé, où tu es dans un engrenage. Et si tu as envie de tout arrêter, ça commence à être compliqué, tu vois. Et où là, en effet, tu contrôles plus rien. Les gars vont commencer à parler mal de ta famille, ils s'arrêtent plus. Et ça me fait peur, tu vois. Donc c'est pour ça que quand même, j'essaie un minimum de contrôler, parce que malgré tout, pour l'instant, surtout quand là je suis à l'étranger, enfin, d'avoir des abonnés, c'est qu'un chiffre sur en haut, tu vois, de mes réseaux. Et j'en prends uniquement conscience quand il y a des gars qui me reconnaissent dans la rue, quand je fais des confs et que je dis qui me suit, que je vois la moitié ou les 3/4 de la salle qui lève la main, c'est que dans ces moments-là où vraiment je me rends compte de l'impact que ça a. Et c'est là où je me dis, il faut faire gaffe quand même à ce qu'on monte sur les réseaux, il faut quand même faire gaffe, tu vois. J'ai souvent ce questionnement, tu vois, où par exemple, je sais pas, moi là sur YouTube, au moins on enregistre, j'ai 3500 personnes, tu vois, c'est à l'échelle de YouTube, c'est rien du tout, tu vois, j'ai une toute petite chaîne. Et en même temps, imagine-toi 3500 personnes qui te suivent dans la rue. C'est colossal, tu vois. Et on se rend plus compte parce que face à nous, en fait, si tu veux, c'est plus des personnes, c'est des chiffres, tu vois, c'est une taille d'audience à atteindre, etc. Mais quand moi je vois que tout réseau confondu, je suis suivi par entre 10 et 20 000 personnes, à l'échelle de l'influence sur Internet, c'est rien. Mais à l'échelle juste des humains, en fait, c'est énorme, en fait. On se rend plus compte de ça, je crois. Et bien sûr, quand tu fais 30 000 vues sur ton podcast, c'est comme si tu étais assis au milieu d'un stade de foot et qu'il y a 30 000 personnes qui écoutaient pendant 2 heures ton podcast. C'est complètement dingue. Moi, j'ai souvent dit dans mes vidéos, le moment où symboliquement, tu vois, moi, c'était très important pour moi de passer des paliers sur les réseaux, c'est quand je dépassais les 67 394 abonnés sur une plateforme. Pourquoi ? Parce que c'est la capacité du stade de la plus belle équipe de football du monde, l'Olympique de Marseille. Je suis sûr qu'il allait dire ça. et donc, moi, je me dis, ah ouais, quand même, quand je suis dans le stade Vélodrome et que je regarde autour de moi 67 000 personnes, c'est tous ces gars qui me suivent sur les réseaux. Ouais, là, je me dis quand même, ça commence à être important. Et là, tu vois, 800 000 personnes, bah, c'est peut-être, je vais peut-être dire une bêtise, une ville. Je sais même pas combien il y a de personnes à Marseille. Peut-être que ça doit être moins, ou peut-être Paris, je sais pas. Mais t'imagines 800 000 personnes en effet, je crois que Paris et banlieue, c'est 10 millions de personnes, je crois. Ah ouais, 10 millions, donc c'est un peu plus. Un peu de marge encore. Oui, il y a un peu de marge. J'ai pas encore Paris. Bon, peut-être Marseille par contre, sans la périphérie. Mais par contre, ouais, c'est vrai que tu dis et en plus, comme toi, tu fais des podcasts, c'est ouf. T'imagines, c'est comme en effet si t'avais une rallonge avec des personnes, avec je sais pas combien de personnes qui écoutent ta conversation.
C'est pour ça que tu dois faire gaffe quand même, hein. C'est pas rien. Hein. Moi, quand je voyageais beaucoup, j'étais dans des grandes villes, etc., tu vois, je m'en foutais assez. Quand je me suis sédentarisé en France avec ma femme, mon chien, dans des endroits de taille plus raisonnable, où tu croises toujours les mêmes personnes, etc., là, je m'en suis rendu compte que, non pas pour moi, parce que moi, foncièrement, qu'on vienne me voir, ou même qu'on m'embête, ça me fait pas très peur, tu vois. Si c'est des personnes potentiellement problématiques qui a le recours légal, sinon, concrètement, je me dis une claque. Hein. Mais ça m'est jamais arrivé en vrai, tu vois, c'est juste, je suis physiquement capable de le faire, j'ai pas trop peur de ça. Mais tu te dis, ouais, il y a ma femme, il y a ma famille, il peut y avoir des gens fous et malveillants, tu vois, quand tu vois un mec comme Asher sur YouTube qui parle de crypto-monnaie, il y a un mec qui est débarqué chez lui avec un fusil à pompe pour lui braquer ses cryptos, alors que c'est du bon sens de savoir qu'il n'aura rien chez lui, tu vois. Mais qu'en plus, il a un truc où il faut 6 signatures sur 6 continents différents pour débloquer le moindre euro. Il y a quand même un mec qui est venu chez lui avec un fusil. Et là, tu te dis, sans me cacher, je vais juste faire un minimum attention et je vais me préserver, en fait. C'est exactement ça. Moi, je pourrais pas vivre en me disant, faut que je fasse gaffe et tout, faut que j'ai 12 alarmes, 30 000 caméras dans ma maison parce que je me sens pas, à partir du moment où je me sens déjà en insécurité, en mode, putain, ça peut arriver, déjà, c'est trop pour moi. Et Asher, je pense, ça nous a tous fait réfléchir parce qu'on s'est tous dit quand même, ah ouais, d'accord, il y a quand même un sacré lot de débiles dans l'audience. Et t'es forcément obligé de tomber sur un de ces débiles. Et si t'as un débile qui est assez débile pour en plus venir chez toi, tu vois, enfin, c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, hein, qui allait voir Asher. Hein. Non. C'est pas le pingouin qui glisse le plus loin. Non, mais et de la même façon, tu vois, quand je faisais une interview avec Tougan Barra, tu vois, on parlait d'investissement et tout. Et moi, ce que j'aime, c'est les montres. Et je me suis senti obligé de préciser. Alors pour moi, c'est logique. Les gars, je les ai pas chez moi. Elles sont dans un coffre, pas chez moi. Et pour moi, normalement, j'ai même pas besoin de le dire parce que c'est du bon sens. Tu laisses pas des objets de valeur comme ça chez toi dans une commode. Mais du coup, vu qu'il y avait 3000, 4000, 5000 personnes qui allaient voir ça, je me suis senti obligé de le préciser. Et c'est ça aussi l'art de l'influence, hein. C'est une réalité. Hein. C'est le meilleur exemple, les montres. Parce qu'en effet, les montres, c'est très rapidement accessible d'avoir une montre de luxe. Et dès que tu as une montre de luxe et que tu la commences à la montrer sur les réseaux, tu deviens une cible potentielle. Et moi, pour te dire, alors justement, on en parlait avant au début en off. Moi, aujourd'hui, je fais très attention à ce qu'on me considère pas comme un influenceur, mais comme un entrepreneur. Et donc, dans cette optique, je voulais utiliser tous les fonds que j'ai gagnés avec la monétisation TikTok, YouTube, juste pour symboliquement, tu vois, m'acheter une montre. Et à ce moment-là, j'étais à 8-10 000 euros entre les revenus YouTube Short, uniquement Short, et TikTok. Je m'étais dit, tiens, symboliquement, pour pas les encaisser, pour pas que je cherche ça, je vais juste me prendre une montre. En plus, je serai content, ça sera la montre qui symbolise tout ça. Et voir dans la semaine où j'avais pris cette décision, j'ai vu tous les reportages sur, tu sais, les gars qui en ont rien à faire, qui vont même pour une fausse Rolex, qui vont mettre des coups de machette sur les poignets et tout ça. Et je me suis dit, si des gars ils arrivent à repérer des personnes qui sont même pas connues, qu'ils arrivent à les suivre, à les fliquer, à les attendre dans leur hall, alors un gars qui a un petit peu d'exposition sur les réseaux, ça va être une proie trop facile. Et quand je suis en France, moi je suis basé à Lyon, mais je vais aussi à Marseille ou autre, et ça faisait partie des deux. Je voyage aussi pas mal à Paris, et ça faisait partie des 3 plus villes avec Nice où il y avait le plus de vols de montres. Et donc pour l'instant, tu vois, moi c'est ce qui me limite parce que franchement, moi je kiffe bien les montres, alors peut-être pas à ton point, mais peut-être pas comme toi. Et tu vois, je m'étais vraiment dit tiens, je vais m'en prendre une, ça me faisait kiffer. Et là, tu vois, c'est le premier stop à cause de l'audience et à cause de l'insécurité. Et ça, c'est terrible. Hein. Moi, je me dis toujours, si c'est de mettre un coup de machette, je leur remets aussi, mais je suis pas sûr que ce soit la vraie solution. Hein, mais écoute, j'aimerais bien avoir cet avis. Mais non, plus sérieusement, faut faire attention. Et tu vois, ça amène un truc aussi qu'on constate tous, tu vois, et qui est un peu triste. Les gens qui commencent à gagner de l'argent se terrent dans des ghettos de riches. Exactement pour ce genre de raison, en fait. Et ce qui fait que les gens restent entre eux, tu vois, dans toutes les strates de financières de la population, et plein de trucs comme ça, et ça amène un truc franchement, qui est nul, tu vois. C'est terrible. Alors ça, je pense que ça serait un sujet, ça ferait un podcast entier. Ouais, moi, tu vois, l'insécurité, la mentalité anti-riche ou autre, c'est des trucs, moi, mais qui me rendent complètement dingue. Et je me dis toujours, franchement, j'ai pas envie d'être président de la République. Parce que déjà, je vois dans mon entourage, vraiment pas. dans mes amis proches,
des personnes avec qui je partage énormément de valeurs, où je me sens quand même fondamentalement comme eux. On a des divergences, mais tellement dingues sur certains sujets pareil. comme l'argent ou autre. Je me dis, ah ouais, mais ensuite gouverner un pays, mais laisse tomber. Et au niveau de l'insécurité et tout, moi, tu vois, donc, t'as voyagé un petit peu en Asie, toi, Thaïlande et tout ça? J'ai fait Thaïlande, j'ai fait Cambodge, j'ai fait Vietnam, j'ai fait Bali. Et c'est Ouais, c'est déjà pas mal. T'as bien baroudé sur l'Asie du Sud. Et moi, tu vois, je suis toujours halluciné de la sécurité qu'il y a dans ces pays-là. Et donc, quand je reviens en France, je suis sidéré par l'insécurité. Et justement, enfin, il vaut mieux être riche à Bangkok. Alors tu peux te balader avec une Patek Philippe à 100K ou autre dans un marché où tu pourrais racheter la moitié du marché, pour acheter tout soit le marché. Et étonnamment, c'est très safe Bangkok, je trouve. À part quand tu vas vraiment dans les bas-fonds de Bangkok, mais bon là, t'as cherché la merde, quoi. Exactement, faut y aller parce que Bangkok, moi j'hallucine. Hein. Moi j'ai halluciné quand on y allait. En plus, tu sais, on se dit ouais, faut quand même faire gaffe et tout. Le cliché, j'étais jamais allé en Asie. La première fois de ma vie que je suis allé en Asie, quand je me suis retrouvé à Bangkok, je me baladais en permanence avec mon sac à dos sur la poitrine avec l'ordi dedans et avec le passeport et l'argent dans une pochette dans le caleçon. Et la toute première fois, tu vois, parce que j'étais persuadé que concrètement j'allais me faire. Et ensuite, avec les années, tu vois, j'allais dans les hôtels 3 étoiles, je laissais l'ordi sur le lit et tout. Tu vois. Mais exactement. En fait, non, personne va rien te prendre là-bas, tu vois. C'est pas du tout dans leur mentalité. Non, mais c'est ça. Moi aussi, je me suis dit, tiens, je vais arriver dans le Bangkok de Very Bad Trip. Ouais, il y a des gars qui vont mettre des coups de machette pour le coup. Que dalle. Moi, Bangkok, j'ai halluciné. Moi, je suis tombé amoureux de Bangkok. Hein. Moi, franchement, alors, on aime bien taper sur la France ou autre, tu vois. Je trouve que la France est un magnifique pays et je me sens chez moi quand même malgré tout. C'est dommage parce qu'il y a vraiment des dérives terribles en ce moment et j'ai l'impression qu'on va pas vers le haut. C'est ça qui rend dingue. Mais par contre, moi, tu vois, la France c'est mon pays et je rentrerai toujours en France. Mais ça m'aurait pas dérangé de passer 2-3 ans à Bangkok. Parce que vraiment, c'est une ville de dingue que j'aime. Sympa. Et je suis rigolo comme amoureux. Moi, je suis amoureux de l'Asie du Sud. Je préfère le nord de la Thaïlande. Ouais, Chiang Mai et tout. Ouais, moi, je suis team Chiang Mai, moi. C'est bien. Quand je suis longtemps loin de chez moi, c'est l'endroit où j'ai envie d'être, quoi. Ah ouais, je vois bien. Moi, je crois que je suis un petit peu, tu sais, le syndrome du teubé qui aime se prendre en photo sur les rooftops à Bangkok. T'as le droit, hein. Mais t'inquiète pas, tu sais qu'il y a des rooftops aussi à Chiang Mai, hein. Oui, ils sont moins hauts. T'as 2-3 tours quand même, hein, sur des hôtels et tout. Ouais. T'as 2-3 trucs sympas. Hein. Alors moi j'avoue que ça fait pas très authentique, mais je kiffe. Par exemple, là, tu vois, on a pris un condo au Vietnam. C'est trop bien. T'as piscine, t'as sauna, hammam, salle de sport, t'as tout ce qu'il faut, hyper luxe. Enfin, moi, je kiffe trop. Ouais, c'est des trucs que tu vas très facilement trouver à partir de la péninsule arabique jusqu'à toute la partie d'Asie, où tu vas trouver vraiment des buildings full équipés, ultra luxe, qui sont faits pour te simplifier la vie au maximum, que tu vas avoir beaucoup plus de mal à trouver en Europe. Tu vas en avoir un peu États-Unis, Canada, quand vraiment tu mets les moyens. Amérique du Sud, pareil, dans les résidences ultra luxe, ultra sécurisées, t'en trouveras aussi. C'est vrai qu'en Europe, c'est pas trop la norme, ça. Bizarre, hein? Ça, pourtant, les condos sont cafés, sont remplis d'Européens, tu vois, donc ça montre quand même que ils kiffent ça. Je me suis dit, tu vois, si vraiment un jour, allez, je sors un sas, je fais un exit gigantesque et tout, pourquoi pas réfléchir à commencer à réfléchir à implanter des condos en France. T'installes des condos de luxe en France avec le même niveau de service que t'auras dans les mégalopoles asiatiques, à Dubaï, aux États-Unis, au Canada. Mais il y a aussi une réalité, c'est que les gens qui ont beaucoup d'argent en France, pour une grosse majorité, c'est quand même des vieux. Et en fait, les vieux, que t'aies piscine, sauna, hammam, salle de sport, service de cuisine, de bouffe à domicile, en fait, la plupart du temps, ils s'en foutent. Tu vois. Ils ont déjà tous leurs trucs, toutes leurs habitudes. Alors, cela étant dit, c'est vrai que, et ça, mais c'est cliché, mais c'est vrai, dans le condo qu'on avait fait à Bangkok, il y avait des trucs genre qui servaient à rien comme salle de golf, alors salle de cinéma qui est la plus belle salle de cinéma que j'ai jamais vue de ma vie au 35e étage. Je me rappelle, je crois que c'est un des meilleurs moments de ma vie, c'est tout bête, où justement on se regardait Very Bad Trip avec derrière, tu sais, la vue sur Bangkok du 38e étage. Je me disais, là je suis bien. Mais mis à part ça, toutes les facilities comme ils appellent, elles sont souvent vides. Hein.
Et les gens, souvent, ils y vont pas, hein. C'est marrant, hein. Donc, ça montre que c'est bien pour attirer, c'est bien pour vendre. Mais ensuite, les gars, ils restent dans leur appart et la grande majorité du temps, c'est des gars quand même, c'est encore des expats. Il y a de plus en plus de digital nomades ou des gars qui ont des tafs qui peuvent faire un peu n'importe où. Mais encore aujourd'hui, c'est globalement des expats qui travaillent donc la journée, donc c'est vrai qu'ils n'utilisent quasiment pas. Ouais, bien sûr. Ouais, il y a peut-être un truc à faire. Ou peut-être pas. Moi, si tu fonces, je te suis. Hein. On fait 50-50. Enfin, 51, c'est moi qui ai eu l'idée. Tu sais qu'on rigole, mais c'est un truc qui manque tellement en Europe. Lever un tour de table de 10-15 personnes pour aller faire joujou, et ensuite à faire de l'apport et faire du levier bancaire de l'autre côté, c'est que c'est pas complètement con. Hein. Alors, si vous voyez pousser un condo comme ça en France dans les 5 prochaines années, vous saurez que c'est né maintenant. Coleman and Pellissier. Avec grand plaisir, moi en tout cas, je te suis. Écoute, on aura l'occasion d'en rediscuter. J'ai ma petite question de fin que j'aime bien poser toujours un peu à chaque fois. Avec grand plaisir. Si tu devais donner un conseil au toi de 15 ans, tu dirais quoi? Alors j'en donnais 2. Le premier, c'est ceux que disent toujours les Américains, c'est achète du Bitcoin. Ah, ça. Et maintenant, le deuxième conseil, un peu plus honnête. Je prendrais la phrase d'Orelsan et je dirais note tout ce que la conseillère d'orientation te dit de pas faire et fais-le. C'est-à-dire, suis ta passion, suis ce que t'aimes vraiment. Et je sais que ça, il y a 2 écoles. Il y a ceux qui disent suis pas ta passion, ça paye pas. Et ceux qui disent suis ta passion, c'est ce qui te permettra de travailler 3 fois plus que les autres et t'accrocher quand les autres échouent. Et c'est très cliché, mais moi je suis assez convaincu que c'est peut-être le meilleur délire aujourd'hui pour vraiment réussir et vraiment encaisser les coups, encaisser par exemple les haters ou autres. Alors si ta passion c'est la pêche à la mouche, j'avoue que c'est pas très rentable. Et encore, regarde, est-ce que tu connais Cyril Choquet? Non. C'est un YouTuber qui totalise peut-être 700 000 abonnés sur les réseaux et lui, il fait de la pêche. Hein. Donc, je maintiens mon conseil. Surtout aujourd'hui, à l'heure où d'Internet, n'importe quelle passion peut être rentabilisée. Et donc, je pense que quand même, moi, j'irai sur ça parce que si vraiment tu veux faire un truc que tu kiffes, te lever le matin heureux de faire ce que tu fais et encore une fois, aujourd'hui, moi, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui reprennent mes vidéos. Exactement. En ce moment, d'ailleurs, je vais faire une vidéo là-dessus. Il y a un petit bâtard qui copie toutes mes vidéos à l'exactitude. Et ce petit bâtard, tu vois, j'en ai déjà eu des petits bâtards comme lui. Mais ce petit bâtard, il y a un gros problème, c'est qu'il est bon. C'est-à-dire qu'il il reprend ma vidéo, il amène une petite touche et tout qui me rend dingue. Et au fond de moi, ça commençait à me vénère. Et je me suis dit, tu sais quoi, vas-y. Il n'y a pas de souci. Tu veux me copier? Copie-moi. Et il va falloir que tu tiennes le rythme de faire une publication par jour, de toujours trouver des sujets, de te renouveler, d'accepter les critiques, les moments où l'algorithme il te dit next, les échecs ou autres. Et ça, si t'es pas passionné, mon gars, il va falloir que tu t'accroches parce que moi, je suis passionné et je te jure que avant de me rattraper sur ça, il va falloir y aller. Donc, la passion, c'est le plus important. Et aussi, j'avais un dernier petit conseil, c'est parfois, tu sais, je sais pas si ça te le fait, quand t'es petit, tu vois des opportunités et tu dis ouais mais bon si les grands ne le font pas c'est que ça doit pas fonctionner ou alors c'est que ça doit pas voilà il doit bien y avoir une raison. Et en fait quand tu grandis tu te dis bah non en fait pourquoi ils les font pas ces sgags tu pourrais le faire, ça pourrait marcher. Et tu vois, ben pareil, toujours en suivant un petit peu la passion ou autre, je pense que si tous les gars de 15 ans qui nous écoutent, je sais pas s'il y en a beaucoup sur ton audience, suivez votre passion les gars. C'est pas la majorité, mais il y en a avoir quelques-uns. C'est ça, je pense pas que ça soit l'audience représentative, et même 15 ans, 18 ans, 25 ans, 30 ans, il n'est pas trop tard, suivez votre passion, et je pense que ça vous emmènera dans des lieux assez intéressants. Bah écoute, c'est un très bon mot de la fin. Normalement, je te demanderais où est-ce qu'on te retrouve, mais on te retrouve partout. Donc, je vais te demander plutôt si on devait te suivre à un seul endroit, où est-ce qu'il faut aller? Écoutez, Instagram pour les messages et YouTube horizontal pour envoyer la force. Comme ça, vu que je commence à fond, on mettra pour avoir le maximum de feedback. On mettra le lien de ta dernière vidéo en description de l'épisode. Écoute, Bastien,
Merci pour ton temps. Merci pour tout ce partage. Et merci à toi pour l'invitation. Et pour ceux qui nous écoutent, à très bientôt. À très bientôt. Ciao.